La lampe d'Alazred. 7 ans après la disparition de son grand-père Whipple, la lampe fut remise à Ward Phillips. Elle avait appartenu à son grand-père, tout comme la maison d'Angel Street, où il demeurait et dont il était entré aussitôt en possession. La lampe, elle, était restée sous la sauvegarde de l'homme de loi, jusqu'à ce que soit acquise la présomption de décès. Le grand-père avait tenu, et on ne sait jamais qui vit ni meurt, à ce que son petit-fils eût tout loisir de fouiner à son gré dans la vaste bibliothèque. Elle avait beaucoup à lui apprendre. Lorsque Phillips aurait lu tous les livres qui débordaient des rayons, il leur serait seulement mûr pour hériter le plus inestimable de mes trésors, selon les mots mêmes du vieux Whipple. Phillips, à 30 ans, était de santé médiocre, sans doute parce qu'un état maladif avait bien souvent assombri sa jeunesse. Il était d'une famille relativement riche, mais les économies faites jadis par son grand-père avaient fondu au creuset de spéculations hasardeuses. Tout ce qui restait à Phillips, c'était la maison d'Angel Street et ce qu'elle contenait. Phillips s'était mis à écrire pour de médiocres petits périodiques à bon marché. Pour augmenter ses ressources, il révisait des manuscrits, en prose ou en vers. Ces textes, d'avance condamnés, émanaient d'auteurs beaucoup moins qualifiés que lui. Ils espéraient que, par quelque miracle de sa plume, ces manuscrits trouveraient le chemin d'un éditeur. La vie sédentaire de Phillips avait amoindri sa résistance aux maladies. Grand, mince, portant des lunettes, il était sujet au rhume. Une fois, à sa grande confusion, il attrapa les oreillons. Quand revenaient les beaux jours, il aimait vagabonder dans la campagne où il avait joué enfant. Il emportait son travail, il s'asseyait sur ces mêmes berges boisées où, déjà enfant, il avait choisi de s'isoler. Les rives de Seekonk n'avaient pas changé depuis toutes ces années. Phillips vivait surtout dans le passé et croyait que le meilleur moyen de braver le temps, c'était de rester fidèle à ces lieux inchangés des jours évanouis. Ils ne passeraient pas, eux. Il exposa en ces termes son mode de vie à un correspondant. Quand je me retrouve dans ces sentiers familiers de la forêt, le temps s'abolit complètement entre les années 1899-90 et aujourd'hui. Quelquefois, je suis tout étonné, lorsque je reviens au présent, de constater que la ville a perdu son caractère fin de siècle. De même qu'il aimait revoir les rives du Seekonk, il montait souvent en haut d'une colline appelée Netanconhant. À mi-pente, il dominait sa ville natale. Il attendait qu'avec le coucher du soleil, elle s'éveille à la vie nocturne. Les clochers et les toits en groupe s'effaçaient peu à peu au dernier rayon du soleil, avec des clairs obscurs de vermillon, de nacre, d'orange ou d'émeraude. Les lumières, l'une après l'autre, s'allumaient en clignotant. La vaste cité, étendue à ses pieds, se transformait en pays magique, beaucoup plus cher au cœur de Phillips que cette même ville à la lumière du jour. Se promenant le jour, Phillips travaillait tard dans la nuit. Il avait depuis longtemps, par raison d'économie, renoncé à l'électricité. La lampe, d'une forme curieuse et apparemment très ancienne, était donc la bienvenue. Une lettre accompagnait cet ultime don du vieil homme. Il avait infiniment aimé son petit-fils, surtout après la mort prématurée des parents. Cette lettre expliquait que la lampe provenait d'une tombe en Arabie, une Arabie perdue dans la nuit des temps. Elle avait été, entre autres, la propriété d'un arabe à moitié fou du nom d'Abdul al-Asred. La lampe avait sans doute été fabriquée dans la fabuleuse tribu d'Ad, une des 4 tribus énigmatiques sur quoi on ne sait à peu près rien, sinon qu'il y avait Ad au sud, Tamoud au nord, Tasm et Jadis au cœur de la péninsule. La lampe avait été trouvée il y a bien longtemps, dans la ville secrète d'Irem, la cité des piliers, bâtie par Sheddad, le dernier des tyrans d'Ad. Cette ville était connue aussi comme la cité sans nom. Certains croyaient pouvoir la situer dans la région d'Adramaout. D'autres disaient qu'elle était enfouie sous les sables éternels et éternellement mouvants du désert. L'œil d'un simple mortel ne pouvait la voir, si ce n'est quelques favoris du prophète. En conclusion de cette longue lettre, le vieux Whipple avait écrit « Cette lampe apporte avec elle la joie, allumée ou éteinte. Aussi bien peut-elle être mère des douleurs, elle est fontaine d'extase ou au principe de toutes les épouvantes. » La lampe d'Alazred offrait un aspect singulier. Destinée à brûler de l'huile, on l'eût dite en or massif. Elle avait la forme d'un petit récipient oblong. Sur un des côtés se recourbait une poignée. À l'opposé, on voyait un bec pour la mèche et la flamme.
Elle était ornée de plusieurs dessins bizarres, ainsi que de lettres d'hiéroglyphes formant les mots d'une langue inconnue. Phillips, avec quelques lumières sur plusieurs dialectes arabes, n'arrivait cependant pas à identifier l'inscription. Ce n'était pas du sanskrit, mais à coup sûr une langue plus ancienne, toute idéogrammes et pictogrammes. Phillips travailla tout un après-midi à polir l'extérieur et l'intérieur de la lampe, après quoi il la garnit d'huile. Cette nuit-là, dédaignant les chandelles et les lampes à pétrole à la lueur desquelles il travaillait depuis tant d'années, il alluma la lampe d'Alazred. Il fut un peu étonné de la chaleur de son rayonnement, de la stabilité de sa flamme, de la qualité de sa lumière. Comme il avait du retard, il ne s'étonna pas plus avant et se pencha sur le labeur en cours. C'était le replâtrage d'un long poème qui commençait ainsi. À l'aurore d'un éblouissant matin, maintes et maintes années avant que je sois, alors que terre encore déchiquetée, oh, tant d'années avant que tu roules, usé au combat. Et ça continuait, en un style depuis longtemps démodé. Pourtant, on ne peut pas dire que Phillips n'aimait pas les archaïsmes. Il vivait résolument dans le passé et lui accordait, d'après des opinions et une philosophie personnelle, de grands pouvoirs. Par-delà son travail, Phillips entrevoyait d'immenses et fastueux spectacles, des imaginations se jouant du temps et de l'espace. Il en avait été ainsi depuis sa première prise de conscience. Peut-être tout cela avait-il été trop inextricablement mêlé à ses sentiments les plus profonds, mais il n'avait aucun espoir d'en donner jamais une description. Si fidèle fût-elle à sa réalité, il était sûr qu'elle paraîtrait absolument fausse, artificielle et pour tout dire, étrangère. Ce qui, depuis des années, hantait les rêves de Phillips, c'était le souffle d'une espérance singulière et aventureuse, associée à certains paysages, certaines masses architecturales, certains aspects du ciel. Toujours il se revoyait tel qu'il était à l'âge de 3 ans, plongeant son regard du haut d'un pont de chemin de fer sur les quartiers les plus peuplés de la ville. Il sentait que quelque chose de surnaturel allait se produire. Quoi ? Il ne pouvait ni le concevoir, ni le décrire tout à fait. C'était le sentiment d'une extraordinaire libération, par quoi l'on accédait à de mystérieuses dimensions. Peut-être, par hasard, pouvait-on y parvenir exprès. En ces rares circonstances, il aurait fallu suivre jusqu'au bout des enfilades de vieilles rues, faire avec elles des lieues dans le pays des collines, escalader des volets infinis d'escaliers, de marbre, se terminant par des pyramides, de terrasses à balustres. Oui, certes, Phillips aurait aimé se retrouver dans une époque où le monde était plus jeune, moins pressé. On prenait alors, au XVIIIe siècle, et même avant, le temps de pratiquer l'art de la conversation. On pouvait s'habiller avec une certaine élégance sans que tout le monde vous regarde de travers. Pour le moment, Phillips en était à constater que les vers sur lesquels il peinait manquaient totalement d'inspiration et que la pensée en était misérable. Il n'y avait rien à tirer de ce fatras. Et puis, il était fatigué. Il repoussa enfin son travail, s'inclina en arrière. Il fallait qu'il se repose. C'est alors qu'il perçut un changement subtil dans le décor de sa vie quotidienne. Les murs familiers du bureau étaient, de bas en haut, et d'un bout à l'autre tapissés de livres. C'est tout juste si ça et là subsistaient quelques fenêtres aux rideaux, toujours soigneusement tirées par Phillips. Il n'admettait aucune lumière dans sa solitude, que ce fût celle de la lune ou du soleil, ou même celle des étoiles. Et voici, tous les murs baignaient maintenant dans la lumière de la lampe arabe. Sous ce nouvel éclairage se dessinaient des objets de perspective. Elles se superposaient au dos des livres serrés sur leurs rayons. Phillips vit apparaître et se dérouler sous ses yeux des tableaux comme il n'aurait jamais pu en concevoir dans ses imaginations les plus débridées. Là où n'arrivait pas la lumière de la lampe, là où elle était interceptée, par le dossier d'une chaise par exemple, il n'y avait que l'ombre, où brillaient faiblement mais bien visibles les dos des livres. Phillips, émerveillé, se crut, mais pas longtemps, victime d'une illusion d'optique. Il cessa bientôt de s'interroger, n'éprouvant pas le besoin d'une explication. Il était éperdu d'admiration. Car le monde qu'il découvrait, au rayon de la lampe, c'était un monde d'une grandiose, d'une incomparable beauté. Il ne ressemblait à rien de ce que Phillips avait jamais vu, de ce qu'il avait jamais pu lire ou rêver. On eût dit une vision de la jeunesse du monde alors que la terre était encore informe et vide. Entre des crevasses et des rocs jaillissaient de gigantesques geysers de vapeur, et dans la boue s'imprimaient les traces d'animaux tortueux. Haut dans le ciel se battaient et se déchiraient des bêtes colossales. Un terrifiant appendice animal, pareil à un tentacule, déroulait ses anneaux menaçants hors d'une brèche dans les rochers. De ce crépuscule d'un rouge blafard, on pensait aux héros monstrueux,
de quelque histoire fantastique. Puis, lentement, le décor changea. Les masses rocheuses firent place à un désert balayé par le vent, et comme un mirage, la ville interdite et abandonnée, la légendaire Irem apparut. Phillips eut le sentiment que si nul pied humain ne foulait plus les rues de cette cité, certains êtres redoutables y étaient restés, tapis derrière les antiques colonnes de pierre des édifices qui n'étaient pas en ruine. C'étaient ceux-là même construits par les habitants de la ville oubliée, avant qu'il ait été détruit ou chassé, lorsque des choses tombées du ciel avaient assiégé Irem avant de s'en emparer. Cependant, rien n'en était visible. Il n'y avait que la terreur secrète d'un geste de l'ombre, par-delà le temps. Très loin, à l'horizon de la ville, après le désert, s'élevaient des montagnes couronnées de neige. À leur vue, Phillips connut aussitôt les noms nécessaires. La cité du désert était la ville sans nom, et les pics neigeux, les montagnes hallucinées, ou peut-être Kadat des solitudes glacées. Et Phillips se réjouit grandement en son cœur. Ces noms s'imposaient instantanément, comme s'ils avaient toujours traîné au bord de son inconscient, attendant d'être appelés. Phillips restait immobile, plus que fasciné, lorsqu'il se sentit vaguement inquiet. Il ressentit dans ces paysages pareils à des songes la présence angoissante et prolongée de l'esprit du mal. Certains détails laissaient deviner d'horribles entités, alors il éteignit la lampe, et d'une main un peu tremblante alluma une chandelle dont la clarté douce et familière le réconforta. Phillips réfléchit longtemps à ce qu'il avait vu. Son grand-père avait appelé la lampe la plus inestimable de ses trésors. Il avait dû en connaître les pouvoirs. À la lueur de cette lampe s'éveillait, avec la mémoire ancestrale, un don magique de la révélation. En sorte qu'on voyait à son tour les lieux de splendeur ou d'horreur qu'avait connus la propriétaire de la lampe. Phillips était en conséquence convaincu qu'il venait de contempler à l'instant ce qu'Alazred avait vu jadis. Et pourtant, cette explication était loin d'être satisfaisante. Plus il y pensait, plus Phillips s'enfonçait dans la perplexité. Il revint finalement au travail qu'il avait abandonné. Il s'y plongea, refusant de s'attarder sur toutes ces fantasmagories inquiétantes, qui pourtant réclamaient à grands cris une explication. Le jour suivant, un jour d'octobre, Phillips sortit de la ville au soleil couchant. Il suivit les rails du tramway jusqu'à la limite des quartiers résidentiels et s'enfonça dans la campagne. Il se trouva bientôt loin d'aucun endroit qu'il eût jamais connu. Il suivit une route qui bifurquait au nord et à l'ouest de Plainfield Pike. Cette route montait en pente douce, ceinturant la base ouest de Nantucket. De là, on découvrait un panorama vaste et ensorcelant, déroulant des prairies, des vieux murs de pierre, des forêts séculaires, et tout là émergeaient les toits des chaumières. Phillips n'était pas à 6 kilomètres de la ville, et pourtant se sentait inondé du jour qui brillait autrefois sur la Nouvelle-Angleterre, celle des premiers colons, des paysans. Au moment où le soleil allait se coucher, Phillips grimpa une route charretière escarpée, longeant une antique forêt. Vu de la crête, où de la tête lui tournait un peu, s'allongeait à ses pieds un paysage d'une beauté confondante, fait de ruisseaux étincelants, de forêts lointaines sous un ciel orange surnaturel, où sombrait le large disque du soleil, tout rouge, entre de longues écharpes de stratus. Pénétrant dans les bois, Phillips le vit disparaître à travers les arbres. Puis il prit à l'est, traversant la colline, à la recherche d'une route descendant vers la ville. Elle devait exister, mais il l'avait toujours cherchée en vain. Il n'avait jamais auparavant saisi à quel point cette colline était étendue. C'était en soi tout un plateau, avec ses vallées, ses chaînes de coteaux, ses propres sommets. Lorsqu'il fut parvenu à des prairies inconnues, où ne se voyait aucune trace du passage de l'homme, l'horizon de la ville lui apparut au loin. Décor de rêve, fait de fêtes enchantées, de dômes à demi flottants dans le ciel, le tout baigné d'une aura obscure et mystérieuse. Les plus hautes fenêtres de quelques-unes des plus hautes tours fulguraient encore au feu du soleil disparu. C'était un spectacle énigmatique et singulier. Puis, Phillips vit surgir le vaste disque de la lune des chasseurs. Elle voguait au-dessus des beffrois et des minarets, tant qu'à l'occident orangé commençait à scintiller Vénus et Jupiter. Phillips acheva de traverser le plateau, longeant parfois des crêtes boisées, d'où de sombres vallées descendaient vers la plaine. D'énormes blocs erratiques, accrochés à des hauteurs rocheuses et se découpant sur la fin du crépuscule, donnaient au paysage une couleur spectrale. On pensait à des cérémonies druidiques, enfouies dans le passé. Il se retrouva enfin en pays plus connu,
là où l'affleurement herbu d'un vieil aqueduc évoque quelques voies romaines, sur la crête familière de l'Est, qu'il connaissait bien depuis sa petite enfance. À ses pieds, la cité s'illuminait rapidement, et dans l'obscurité croissante, prenait des allures de constellation. La lune déversait maintenant des flots redoublés d'or pâle. À l'ouest, dans la nuit, Vénus et Jupiter brillaient de tout leur feu. Le chemin du retour descendait, très raide, au flanc de la colline, jusqu'à la ligne du tramway. Elle allait le ramener vers les demeures prosaïques des hommes. Mais pendant toutes ces heures de bonheur paisible, Phillips n'avait pas un instant oublié l'expérience de la nuit précédente, attendant de plus en plus impatiemment le retour des ténèbres. L'inquiétude diffuse qui l'avait un temps agité s'était évanouie pour faire place à l'espoir de nouvelles aventures nocturnes et encore ignorées. Il expédia son repas solitaire pour retourner plus vite à la bibliothèque. Là, les livres bien rangés du plancher au plafond l'accueillirent avec bienveillance et lui communiquèrent le sentiment de leur stabilité. Mais il n'eut même pas un regard pour son travail. Il alluma tout de suite la lampe d'Alazred et s'assit. Qu'allait-il se passer? Le doux éclat de la lampe déroula ses ondes d'or jusqu'au rempart des livres. La flamme ne papillonnait pas. Elle brûlait, calme, et comme la première fois, Phillips éprouva d'abord un sentiment de paix et de bien-être. Puis, progressivement, les livres et les rayons s'estompèrent, s'évanouirent et firent place à des paysages, des scènes d'un autre temps, et dans un autre monde. De la première à la dernière heure de cette nuit-là, Phillips regarda de toute son âme. Et au passage, il donnait leur nom aux êtres et aux lieux comme si une veine de son imagination, jusque-là paralysée, s'était mise à couler à flot, libérée par la lumière de la lampe. Il vit une admirable demeure ceinte de brouillard et il l'appela l'étrange maison haute dans la brume. Il vit une ville du passé, aux toits en croupe, traversée par une sombre rivière, en plus effrayant, en plus insolite. Elle ressemblait à Salem, et il appela la ville Arkham et la rivière Miskatonic. Il vit une ville qui rêvait sombrement au bord d'un océan de ténèbres non loin du récif du diable, et il nomma cette ville Innsmouth. Il vit les abysses de Hrlieh, la cité morte ou d'Or Cthulhu. Il vit les plateaux de Leng, balayés par les vents, et les îles des mers du Sud, au noir secret. Il vit les domaines du songe, pénétra dans des mondes extérieurs aux nôtres, là où la vie s'écoule dans un temps d'une autre espèce. Il vit tout ce qui est plus ancien que la Terre elle-même, plus ancien que les anciens, avant Ali, jusqu'aux origines, et avant les origines. Il était témoin de ces choses comme s'il les voyait par une porte ou une fenêtre ouverte, et elles semblaient l'inviter à abandonner son monde terrestre, à explorer ses royaumes enchantés et magiques. La tentation devint de plus en plus lancinante. Il tremblait du désir d'obéir, de renoncer à ce qu'il était devenu, pour essayer de devenir ce qu'il pourrait être. Comme la première fois, il éteignit la lampe, et les murs tapissés de livres se matérialisèrent à nouveau dans la bibliothèque de grand-père Whipple. La fin de cette nuit, à la lueur de la chandelle, abandonnant le fastidieux travail de révision qu'il s'était promis d'exécuter, Phillips se mit à écrire des petits contes où il évoquait les démons et les merveilles qu'il avait contemplées à la lueur de la lampe d'Alazred. Il écrivit jusqu'au matin et toute la journée, il dormit, épuisé. La nuit suivante, il se remit à écrire, tout en prenant le temps de répondre à ses correspondants à qui il racontait ses rêves. Mais il ne savait pas. Avait-il vraiment rêvé? Peut-être avait-il vu? Une chose était sûre, les mondes de ses propres fictions s'étaient mêlés inextricablement au monde né de la lampe. Dans l'esprit de Phillips se mêlaient aussi les désirs et les aspirations de sa jeunesse aux visions de son imagination créatrice, elle-même absorbant sans faire de départ ces mondes évoqués par la lampe et les coins secrets de son cœur, par où, tout comme pour la lampe, il avait atteint les plus lointains des univers. Pendant bien des nuits, Phillips n'alluma pas la lampe. Les nuits devinrent des mois, les mois des années. Il vieillit, ses contes furent publiés. Il racontait le mythe de Cthulhu, Astur l'indicible, Yog-Sothoth et Shub-Niggurath, le bouc noir aux 1000 chevreaux, Hypnos, dieu du sommeil, les grands anciens et leurs messagers, nommés Nyarlathotep. Tous s'intégrèrent au plus profond de Phillips et à l'autre monde, celui des ombres. Il fit d'Arkham une réalité, fixa en plein milieu les contours de l'étrange maison haute. Il raconta le cauchemar d'Innsmouth, celui qui chuchotait dans les ténèbres, et l'abomination de Dunwich.
Et dans ses récits, en prose ou en vers, la lumière de la lampe d'Al-Azred jetait partout ses étranges rayons, quoique Phillips ne l'eût plus allumée depuis bien longtemps. 16 ans s'écoulèrent ainsi, puis un jour, Ward Phillips trouva la lampe là où il l'avait rangée, derrière une pile de livres, au bas de la bibliothèque de son grand-père. Il la prit en main, et les enchantements féeriques du passé vinrent à nouveau le visiter. À nouveau, il polit la lampe, il la mit sur la table. Au cours des années, Phillips s'était beaucoup affaibli. Il savait, atteint d'une maladie mortelle, que ses jours étaient comptés. Il eut envie de revoir des mondes d'émerveillement ou d'épouvante que la lampe d'Al-Azred tirait de la nuit. Encore une fois, il alluma la lampe et regarda les murs. Mais cette fois-ci, il se passa une chose singulière. Là où s'étaient dessinés les lieux, les êtres, les aventures connues d'Al-Azred, apparaissaient maintenant les images magiques d'un pays familier à Ward Phillips, tel qu'il était au temps passé, un temps perdu et chéri. En ce temps-là, le petit Ward Phillips s'ébattait joyeusement dans la vie. Le long des rives du Seekonk, il imaginait des jeux tirés de la mythologie grecque. Et voilà qu'il retrouvait les clairières de l'enfance, les petites baies amies, les criques où il avait vécu ses jeunes années. Il revit la petite charmille qu'il avait dressée en l'honneur du grand dieu Pan. Il retrouvait épandues sur les murs toutes les libertés de sa jeunesse heureuse, inconsciente et innocente. Oui, ce que la lampe lui offrait maintenant, c'était ses propres souvenirs, son propre passé. Il se put à croire que ces souvenirs s'intégraient à une mémoire ancestrale. Peut-être pendant la jeunesse du grand-père Whipple, peut-être parmi ses ascendants, quelqu'un de la lignée de Ward Phillips avait-il vu les mondes de la lampe. Qui aurait pu le nier? Une fois de plus, Phillips eut l'impression de regarder par une porte ouverte, qui l'invitait à passer de l'autre côté. Il se leva, et, faible, trébuchant, alla vers les murs. Il hésita un instant, puis s'enfonça à travers les livres. La lumière du soleil explosa brusquement autour de lui. Il se sentit délivré de ses fers, et il se mit à courir, léger, sur les berges du Seekonk. Son enfance l'attendait là-bas. C'était le renouveau. Il allait revivre ses jours enchantés, d'un temps où le monde lui-même était jeune. Il fallut la visite d'un admirateur intrigué pour qu'on s'aperçût de la disparition de Ward Phillips. On pensa qu'il s'était aventuré trop avant dans la forêt et que, pris d'un malaise, il y était mort, sans secours. On connaissait bien dans le voisinage son goût pour la solitude et les progrès de sa maladie. Quoique des recherches assez brouillonnes avaient été organisées pour passer au peigne fin les environs du Pentan-on-Cohant et les rives du Seekonk, on ne trouva pas trace de Ward Phillips. La police pensait qu'un jour on découvrirait ses restes. Mais on ne découvrit jamais rien. En son temps, le mystère fut enterré, inexpliqué, dans les dossiers de la police et les piles des vieux journaux. Les années passèrent, la vieille maison d'Angel Street fut démolie, la bibliothèque fut achetée par des bouquinistes, son contenu par des chiffonniers, y compris une très vieille lampe arabe. Personne, en autant de techniciens, n'a jamais pu lui trouver la moindre utilité.